L'invité du jour. C'est l'instant consacré à l'invité dans le 11 entrant et nous avons la chance de recevoir ce soir, ici même en studio, Aurélien Chedjou. Il a 49 sélections et un but avec les Lions indomptables du Cameroun. Il a fait 2 CAN et 2 Coupes du Monde. Toujours avec les Lions indomptables du Cameroun, des champions de France avec le LOSC en 2011. Il est champion de Turquie aussi avec le Galatasaray Istanbul. Il a aussi à 2 reprises remporté la Coupe du même pays, la Turquie. Il est donc parmi nous ce soir, Aurélien Chedjou. Rebonsoir. Rebonsoir. On te sent plutôt bien, attentif à écouter tout le monde et à parler aussi quand il le faut. Ouais, bien sûr, il faut écouter. Ça se passe bien plutôt. Ouais, ça se passe bien, je suis content d'être là. Alors ceux qui nous écoutent aujourd'hui se demandent que devient Aurélien Chedjou. Alors, déjà un bon père de famille. Je m'occupe des enfants d'abord parce que et la maman quand aussi. je jouais, j'étais pas aussi proche d'eux, donc je profite aujourd'hui de mes gamins. Et puis les 2 dernières années, j'étais bien occupé avec le MIP de l'UEFA, ouais, qui est plutôt bien fini pour moi en fin d'année là, il y a 2 mois je pense, où j'ai eu mon diplôme. Et je suis aussi membre du SINAFOC. Je suis commissaire aux comptes au SINAFOC. Vous avez dû voir il y a 2 semaines les descentes avec le président sur les terrains pour voir les différentes équipes. Donc je suis pas mal occupé. Et puis pour la CAN qui arrive, je serai consultant dans une chaîne de télévision. Ouais, super, hein, Aurélien Chedjou, on a donc compris qu'il y a beaucoup de casquettes aujourd'hui après sa carrière. 49 sélections avec les Lions, un but inscrit, 2 CAN, 2 Coupes du Monde disputées, champion de France, champion de Turquie. Quelle appréciation tu fais de ta carrière globalement? C'est peut-être aux autres d'en parler, mais si je peux dire quelque chose, c'est que j'ai jamais triché, j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc ce que vous venez de citer, c'était je pense que ce que j'avais sur les chaussettes. Maintenant, il y a 2-3 regrets, bien entendu, ou bien 2-3 ratés de ma part. Ouais. Avec toute la lucidité, je pense que j'aurais pu faire peut-être mieux dans certains choix, dans certaines décisions. Mais bon, ce qui est là, c'est moi, c'est mon expérience, et c'est mon sac à dos, je le porte, je suis fier d'avoir atteint ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut être mis dans la confidence de ces choix manqués? Oh non, je préfère pas en parler parce que... Peut-être un seul. C'est la fin d'année, il y a des petits cadeaux. Donc allez, la Coupe d'Afrique, ça dépendait pas de moi. La Coupe d'Afrique que j'ai manqué au 2017, Gabon, voilà, 2017. Ça dépendait pas de moi, mais je peux vous rassurer que j'avais donné le meilleur de moi-même. Bon, le coach l'a décidé autrement. Tant mieux pour lui parce qu'il avait gagné la compétition. Mais sinon, de temps en temps, il y a des petits flashs comme ça. Mais bon, je vivrai avec. Je vis bien avec, il n'y a pas de souci. C'est quoi votre meilleur souvenir en tant que footballeur? Bizarrement, c'était pas sur le terrain. C'était la première fois que j'ai pris l'avion. Honnêtement, c'était comme ça pour vous répondre. Ouais, parce que quand il y en a qui vont en Europe pour les études et tout, machin, truc, tout ça. Forcément, la famille met de l'argent et tout. Mais moi, je suis parti, c'était grâce à mes jambes, quoi. Aujourd'hui, je valorise ça comme ça parce que j'ai pris l'avion. Maman ni papa n'a dépensé même pas un 5 francs. Donc, le fait de prendre l'avion, aller en Europe pour jouer au football. Sur le moment, j'étais l'homme le plus heureux, mais avec le recul, c'était le plus difficile qui commençait parce que quand on part en Europe, on se dit qu'on a réussi, mais en réalité, non, c'est le plus difficile qui commence. Alors, autre question, c'est quoi le meilleur partenaire? C'est qui le meilleur partenaire avec qui tu as joué en défense de toute ta carrière? Marco Bacha. Marco Bacha à Lille. Parce que je m'entendais super bien avec lui. Marco, c'était quelqu'un qui vous disait tout le temps ce qu'il avait à dire en face. Il passait pas par 4 chemins. C'était un faux lent. C'était quelqu'un qui vous faisiez une erreur, il était toujours là pour rattraper. Ouais. Et c'était un très bon footballeur. Donc à la tête aussi, il était très fort, il était grand de taille. Ouais. Donc pour moi, c'était Marco. En plus, en dehors du terrain, c'était une bonne personne, même s'il parlait pas beaucoup. Mais pour répondre à votre question, Marco Bacha. Et l'attaquant qui vous a le plus posé de problèmes sur un terrain? Steve Savidan de Valenciennes. Steve Savidan de Valenciennes parce que... Oui. Il avait un centre de gravité très bas, c'était un besogneux, c'est quelqu'un qui courait beaucoup. Moi qui aimais jouer, même si j'étais défenseur, j'aimais ressortir le ballon proprement. Ouais. Mais lui, il ne laissait pas jouer, quoi. Il pressait pendant 90 minutes.
Je me rappelle un match contre Valenciennes avec Adil à la mi-temps. On se disait, mais il sort où celui-là? Parce qu'il est arrivé sur le tard, en fait. Donc il n'était pas très connu. Bon, après, il a arrêté sa carrière, malheureusement, parce que. Cardiaque. Voilà, arrêt cardiaque quand il devait signer à Monaco, je pense. Hein. C'est vraiment lui qui m'a posé le plus de problèmes. Ok. Yvan, question? Alors Aurélien, tout à l'heure je t'ai entendu dire que le meilleur partenaire avec lequel tu as évolué en défense c'était Marco Baccia. Et ça m'a fait... Toi, tu veux faire des polémiques. Il n'y a pas de polémique il prend le lang, je le connais, vas-y. Non, en fait, parce que ça m'a replongé justement dans le souvenir d'une polémique, pour reprendre tes thèmes en sélection nationale, où beaucoup estimaient qu'il y avait le problème avec Joël Matip à un moment, où Nicolas Nkoulou, qui était considéré comme le patron, l'indiscutable entre guillemets au sein des charnières centrales, on estimait que Joël Matip, qui avait plutôt une bonne carrière également en Europe, était un peu laissé sur le côté parce que Nicolas, lui, préférait jouer en association avec toi en sélection. Et je suis un peu surpris quand tu dis aujourd'hui que c'est Marco Baccia, alors que je me serais attendu à ce que tu dises que c'est Nico. Non seulement pour cela, mais aussi pour le fait que vous avez été formé à la même écurie, passé par la Cadiz Sport Academy. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est réellement passé à cette époque-là? Écoutez, pour répondre à votre question, déjà, c'est pas Nicolas qui choisissait avec qui il jouait. Ça, que ce soit clair. C'était le coach qui décidait. Maintenant, le fait que j'ai une affinité avec lui, peut-être les autres ont pu interpréter ça comme tel. Je vais pas nier que j'avais de bonnes relations avec lui. Il n'y a pas de souci sur le terrain, même en dehors. Maintenant, Matip, c'est toujours un très bon footballeur, introverti. Il parlait pas du tout. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte... Est-ce que c'était la barrière de la langue? J'ai pas envie de parler pour le coach. Peut-être c'est au coach de répondre à cette question. Mais jamais, je vous rassure, jamais de la vie. Il y a eu une réunion où Nico et moi, on a décidé qu'il fallait le mettre de côté ou quoi que ce soit. Maintenant, c'était un bon footballeur. Il avait sa place, bien entendu. Mais à l'heure de faire les choix, il y a un entraîneur. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'a jamais été question que parce que je m'entendais bien. Ça aide, je ne vais pas vous mentir, ça aide si tu t'entends bien avec ton binôme. Ça aide sur le terrain de boucher certains trous, la communication, etc. Il est venu, je pense, sensiblement à la même période que Joël Matip, que Choupo-Moting, pardon. Oui. Un peu avant, mais pratiquement la même. Voilà, qui parle un très bon français, qui va vers les gens, qui parle, qui chambre, qui rigole avec tout le monde. Mais lui, quand le match finissait, le même soir, il était dans l'avion pour l'Allemagne. Donc nous, ça nous a un peu interpellés. Maintenant, je ne suis pas en train de chercher les excuses, mais je reprends à votre question. Il était introverti, il ne parlait pas beaucoup. C'est comme ça qu'il est, on l'accepte. Mais est-ce que ça a pu aider le fait que moi, je m'entende bien avec Nicolas? C'est possible. Mais jamais on n'a fait une réunion pour dire qu'il fallait qu'on le mette de côté. Est-ce que ça a été plus facile d'affronter Cristiano Ronaldo que Steve Savidan? Honnêtement, Ronaldo, vous savez qu'il va passer. Quoi qu'il fasse, il va passer. C'est un monstre. Ouais, il faut se dire la vérité. Je veux pas. Oh, je m'appelle Chedjou, les gars. On parle d'un quintuple ballon d'or. On parle d'un quintuple ballon d'or. Les passements de jambes, tout ça. J'ai rien vu passer. Donc, ça, c'est honnête. Ah non, moi, je suis honnête. J'ai rien vu passer. Mais vous savez déjà que c'est Ronaldo en face. Vous avez qu'à tirer le maillot. Et même avec le maillot, tellement sa puissance, il va passer, tu vois. Mais Steve Savidan, c'était autre chose, franchement. Mais par contre, face à Zlatan, tu n'as pas eu froid aux yeux. C'est plutôt les gabarits que moi j'aime. Zlatan, Didier, le combat physique, tu vois, les costauds, j'adore. Mais les petits détails, c'était... Ils vont très vite, Voilà, c'est très difficile en fait. C'est très difficile pour les défenseurs. Vous demandez à n'importe qui. Ceux qui sont petits détails, c'est très difficile. Comment est-ce que tu as fait d'ailleurs pour passer de numéro 10? Et d'ailleurs, je travaille l'anecdote. Non, mais initialement, je pense qu'avant de partir au Cameroun, du moins avant d'entrer à la CAISA, tu n'étais pas attaquant? Non, numéro 10, derrière l'attaquant. On l'appelait d'ailleurs Zizou. Ouais, comment est-ce que tu fais d'ailleurs pour partir de numéro 10? Écoute, je suis arrivé en Espagne, ils m'ont dit que j'avais plutôt une bonne vision, mais que le cardio n'y était pas. Et qu'il fallait que je recule en numéro 8. Après, en numéro 8, j'arrive à Lille, enfin avec le parcours de Pau, Auxerre et tout ça. J'arrive à Lille et puis le coach Claude Puel, il m'a dit qu'effectivement j'avais une bonne relance. J'avais pas assez de cardio par rapport au milieu de terrain que lui, il voulait. Donc il fallait que je recule. Je boudais. Bon, entre-temps, il est parti à Lyon et quand Rudy Garcia est arrivé, on s'est regardé entre quatre yeux. Il m'a dit hey, tu préfères être titulaire défenseur central sur le banc ou remplaçant milieu de terrain? Là, le choix, il était fait. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé défenseur central. Oui, Aurélien, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, voilà, nous sommes dans un contexte aujourd'hui, nous préparons la CAN. On sait que tu en as disputé 2. Il y a toujours eu cette polémique, la CAN qui se joue en janvier, la périodicité de la CAN.
Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, en club, d'avoir eu des difficultés à partir, ou alors est-ce que en partant faire un contrat, on t'a pas mis une sorte de pression, de contrainte en te disant, ou alors toi ou un de tes coéquipiers, en fait, une anecdote avec quelqu'un que tu connais, parce que régulièrement, nous, les footballeurs aujourd'hui, ils en souffrent. Et qu'est-ce que tu penses aussi des présidents qui estiment que lorsqu'un joueur va à la CAN, ils perdent beaucoup parce que c'est eux qui les payent et qu'il faudrait obligatoirement changer la périodicité de la CAN? Moi, j'ai envie de dire avec les gros mots bullshit. Bullshit tout simplement parce qu'un Africain a la même valeur qu'un Européen, qu'un Asiatique, qu'un Américain. Il faut respecter le continent africain. Déjà, poser la question, bon, on est entre nous Africains, mais un président qui m'aurait dit ça, honnêtement, je me connais, le quartier serait ressorti, quoi. Tu vois? Parce que moi, je ne suis pas sur ma nation. Quand un Européen, ok, ils vont en juin, mais qui leur dit que le joueur, il n'aura pas les croisés à l'Euro? C'est vrai que l'Africain, au bout d'un mois, il ne sera pas en club. Mais j'ai envie de dire que quand tu recrutes un Africain, tu es bien content de l'avoir parce que c'est une plus-value pour n'importe quelle équipe. Il faut se dire les vérités. Donc, juste le fait d'en parler, de se dire que ça plombe le calendrier ou bien ils ne veulent pas prendre un joueur parce qu'il est africain, écoutez, qu'ils aillent se faire foutre, je suis désolé, mais un Africain a le droit de représenter son pays. C'est une fierté même pour un club d'avoir un international dans son effectif. Donc pour moi, non. Personnellement, j'ai jamais eu à batailler pour quoi que ce soit, à dire que non, il ne faut pas que tu ailles à la CAN ou quoi que ce soit. Mais il faut respecter le football africain, comme on respecte le football européen, comme on respecte le football américain et asiatique quand chacun va pour sa sélection. Ok, la deuxième question, tu as longtemps évolué en Turquie, Galatasaray, Başakşehir, Adana et tout. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de la situation du championnat turc aujourd'hui où les joueurs ne sont pas payés, des joueurs sont entre guillemets matraqués? On a vu une histoire où un président de club il est entré sur le stade, c'était avec un arbitre. Hein. Oui, une sorte de barbarie autour de la mentalité de ces gamins. C'est vrai que par rapport à la passion qui découle dans ce pays, il y a des actes certainement qui dépassent surtout les pensées ou bien les agissements de ces personnes-là. Pour parler de ce président, moi je pense que sans l'excuser, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, il le sait. Mais le fait que les Turcs soient passionnés, un peu foufou comme ça, dans le bon sens du terme, ça fait en sorte qu'il y a souvent des actes que je ne comprends pas trop. Maintenant, le fait que les joueurs ne soient pas payés, ça arrive souvent. Moi, quand j'ai signé en Turquie, mes agents me l'avaient dit. Mais je partais pas... ok, il y a le côté financier qui a compté, mais il y avait aussi les titres qui comptaient. Donc, ça arrive en Turquie, mais au final, quand un club te doit de l'argent, je pense qu'au final, il te paye. Parce que je me souviens à l'époque... à la fin d'un match à Bursaspor, le gardien Sébastien Frey, il était venu rendre visite dans notre vestiaire. Il nous disait qu'il avait des arrêts de salaire, et qu'il savait que tôt ou tard il serait payé. Donc je l'ai recroisé plusieurs fois en Turquie parce que le club l'avait appelé de venir chercher ses salaires qui lui sont dus. Donc c'est une situation assez particulière. C'est vrai que la Turquie a ce statut particulier par rapport à la France, l'Allemagne, l'Italie, j'en passe. Même dans ces pays que je viens de citer, il y a des clubs où certainement il y a des arrêts de salaire, mais au final c'est payé. Maintenant, pourquoi ça arrive? C'est peut-être le contexte économique où la lira turque elle a baissé, où c'est difficile de se retrouver entre un contrat en lira turque et un contrat en euros. Donc il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, mais au final je pense que pour leur image, même le gouvernement met souvent la main à la pâte et les joueurs sont très souvent payés, même si c'est des années après. Oui, tout à l'heure, tu as dit que tu étais commissaire au compte au Sinafoc. Tu es arrêté de jouer au foot, tu es au Cameroun, tu vois tes jeunes frères, tu vois ce qui se passe, il y a trop de plaintes qui ne sont pas payées. Et il y a une caste de personnes qui estiment que derrière le Sinafoc n'accompagne pas clairement ces footballeurs-là. Parce que le Sinafoc sait ce qui se passe, mais derrière, le Sinafoc ne fait rien en tant qu'un syndicat. Le Sinafoc ne protège pas les syndiqués. Non, c'est un peu trop facile. Moi qui suis dans la maison, je vous rassure que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, comme je disais tout à l'heure, on a fait le tour de certaines équipes avec le président, ou même quand il n'était pas là, j'ai pris les devants. On discute avec les syndiqués, on discute même avec ceux qui sont pas au Sinafoc, on essaie de leur montrer ce qu'on peut, où est-ce qu'on les amène, où est-ce que ils peuvent compter sur nous quand il y a un problème avec tel ou tel autre. Je peux vous rassurer aussi que les présidents qu'on allait voir, ils se sont montrés ouverts au dialogue. À un certain moment même, on leur a demandé d'être de côté et qu'on discute vraiment terre à terre, comme on dit, avec les joueurs. Ça a été, mais par ma voix, je peux vous rassurer que le syndicat fait son travail
avec bien entendu la fédération, parce qu'on a soutenu ce mandat-là aujourd'hui. Il y a des polémiques qui s'est créées en disant X ou Y, mais je peux vous rassurer qu'on travaille avec la fédération et on essaie de voir, nous, en tout cas de notre côté, on représente les joueurs, on essaie de toucher sur le terrain ce qui ne va pas. Même les filles, hein, on est allé voir les filles et puis on essaie de parler à la fédé, de toucher vraiment le problème et de dire vraiment ce que les joueurs et les joueuses ressentent. Et comme on dit aux joueurs et aux joueuses quand on leur rencontre, c'est leur syndicat. Donc il faudrait qu'ils s'ouvrent, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent, même si c'est envers leur club, même si c'est avec la fédération, qu'ils disent ce qu'ils pensent et tous ensemble on trouvera une solution à tous ces problèmes. Et peut-être un complément d'information à ce que dit Aurélien sur la question du SINAFOC. Nous avons reçu ici Jacques Marcel Itiga, qui est le responsable communication de cette institution, qui a clairement dit que le SINAFOC œuvrait beaucoup et envoyait des rapports auprès de la fédération qui, elle, avait des moyens de coercition sur les clubs. Et donc, à un certain moment, eux, leur rôle de syndicat se limitait simplement à faire ces rapports-là et à les envoyer à la fédération qui, elle, a le droit et même les capacités donc, de pouvoir implémenter ces décisions-là qui ont été prises par le SINAFOC. Question de Charles. Oui, je vais sortir un peu du domaine sérieux. Tu as eu une très belle carrière en France, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion de Turquie. Mais dans l'idéal, si tu pouvais refaire l'histoire, même si on ne la refait pas, si tu pouvais choisir le club où tu aurais rêvé peut-être jouer, ça aurait été lequel? J'ai eu la possibilité parce que quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de jouer à la Juventus de Turin à l'époque de Zidane, Ravanelli et j'en passe. Je me rappelle quand j'ai joué l'Europa League, je pense que c'était ma dernière saison avec Lille. On a joué contre l'Inter, j'ai été approché par la Juventus. Mais dans ma tête, quitter Lille pour aller m'asseoir sur le banc. Parce qu'à l'époque, c'était quand les trois de la Juventus jouaient en équipe nationale. Chiellini, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Exactement, c'était les trois qui jouaient. Moi, clairement, je savais que je partais pour jouer les matchs de coupe. Ouais. Du coup, non, je me suis rétracté et je suis parti à Galatasaray. Il y avait Tottenham à l'époque aussi, il y avait Everton, Werder de Brême. Mais vous savez, quand vous gagnez un titre, ça devient comme une drogue en fait. Et donc, moi, je me disais, ces équipes-là que je viens de citer, à part la Juventus qui gagnait des titres, gagner un titre étant au banc, c'est pas la même chose quand vous êtes un acteur majeur. Bien sûr. Donc, je me suis dit, allez, je vais à Galatasaray. En plus, il y a le financier, je vais pas mentir. C'est comme ça que j'ai choisi Galatasaray. Ah, ok, super. Alors, revenons sur le football camerounais. On sait que vous travaillez avec le SINAFOC, vous l'avez dit ici, c'est plus un secret. Vous écoutez tout ce qu'il y a comme grogne autour de ce football-là, des arbitres qui crient, des joueurs qui crient, et même la presse aussi, il faut le dire, qui quelque part se plaint de ci et ça. Quelle est votre appréciation aujourd'hui de la gestion du football camerounais de façon globale? Non, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens parce que à force de gérer tous ces mots-là, on oublie même l'essence du football, que sont les footballeurs. Et tout à l'heure, on a vu avec les arbitres. Ouais. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander aux footballeurs de jouer quand ils ont une copine, ils ont les enfants, forcément il y en a qui sont en location. Le mec, il n'a pas son salaire pendant 3 mois. Il ne va pas donner le meilleur sur le terrain. Il n'a pas ses primes de match, il ne va pas donner le meilleur sur le terrain. Et puis j'ai envie de dire que le football, ça n'appartient pas que à ces deux corps que je viens de dire. Les journalistes en font partie. Ouais. Si les gens de la Fédé, du SINAFOC ou bien les présidents de clubs ne s'entendent pas pour lever ce foot, parce qu'en réalité, on a le même intérêt. On a le même intérêt, il faut se dire la vérité, c'est le même intérêt, mais il ne faut pas qu'on se dise c'est moi qui vais soulever le football au détriment de tel autre stakeholder. Non, c'est pas comme ça. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte pour pouvoir avancer. Le football camerounais aujourd'hui a besoin de tout le monde. Et si on ne se met pas sur la même table pour chanter la même chanson, ça va durer comme ça au moins pendant 10 ans. Je suis certain. Franck, tu avais une question? Oui, moi j'avais une question un peu par rapport pour Aurélien. Tu es là, je vais en profiter. Tu as une société, du moins je pense que c'est la tienne, parce qu'elle porte ton nom, qui s'appelle Chez-vous Sport Consulting. Ouais. Exactement. Et j'aimerais savoir exactement quelles sont les activités de cette société. Et également, tu as passé ton MIB, c'est bien ça? MIP. Ouais, donc j'aimerais savoir, parce qu'on en parle beaucoup, on voit des anciens joueurs avec ce diplôme, etc. On ne sait pas exactement ce que c'est, qu'est-ce que ça offre comme débouché. Donc si on peut profiter de ta présence pour éclairer un peu les auditeurs concernant ce diplôme. Alors la CSC déjà c'est une boîte que j'ai créée pour l'accompagnement de joueurs, de jeunes joueurs.
C'est une manière pour moi de redonner au football ce qu'il m'a donné, tu vois. Donc, toute sa grandeur. Il a hésité. Il a hésité. Oh Seigneur. On avance, messieurs. Donc, je disais que c'est une manière pour moi de dire merci au football, d'aider les jeunes qui veulent être des Rigobert, des Jérémy, j'en passe demain. Donc aujourd'hui, avec du recul, il y a certaines erreurs que j'ai commises et puis je me dis c'est leur temps de la main dans l'accompagnement et pour qu'ils puissent être demain, comme je disais, peut-être je me répète, avoir des meilleures carrières que nous en tout cas, tu vois. Nous, à cette époque, on n'avait pas ce genre d'accompagnement. Aujourd'hui, si je peux me permettre, avec l'expérience que j'ai, de leur donner 2-3 conseils pour qu'ils puissent éviter de faire 2-3 bêtises, ce serait bien. Maintenant, on a des gens dans la boîte qui ont eu des diplômes également, qui peuvent faire dans l'accompagnement contractuel avec des joueurs. Voilà, donc on est en train de grandir petit à petit. À côté de ça, le MIP, comme vous me le demandiez, pardon, c'est un diplôme qui vous ouvre beaucoup de portes. Aujourd'hui, avec mon diplôme, sans voir les chevilles qui enflent, j'ai la capacité, en tout cas avec les erreurs que ça comportera, parce que la pratique c'est toujours mieux c'est toujours plus difficile que la théorie. Je peux être directeur sportif, team manager, président de club et tout ça. Donc pendant 2 ans, j'ai appris comment gérer des effectifs, comment gérer un budget pour une équipe, comment ramener des sponsors, etc. Il y en a qui ont voulu être entraîneurs, comme Achille Webo, qui est passé par le même truc. Jérémy aussi, Patrick Boma. Donc il y a plusieurs aussi qui étaient déjà... Stéphane Bia aussi actuellement. Stéphane Bia aussi qui est de la 5e promotion. Il y a Nigel De Jong qui aujourd'hui travaille avec la fédération hollandaise de football. Donc il y a plusieurs qui ont déjà des postes dans leur pays respectifs. Donc ça débouche sur ce genre de poste en fait. D'accord, c'est vraiment plus clair. Ouais, le CSC, Schedule Sport Consulting, c'est déjà 2 tournois organisés en 2 éditions distinctes. Quels en sont les résultats aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été placés dans des clubs importants? Il y a des joueurs qui sont... la première édition, déjà, on avait fait du 16 ans, à savoir qu'à 16 ans, vous ne pouvez pas bouger. Parce que, voilà. Et puis, la deuxième édition, il y a des joueurs qui sont en discussion. Il y a des clubs qui reviennent pour voir. Parce qu'ils mettent les options sur les joueurs. Et puis, par rapport à la progression, on met vraiment l'option ou pas. Mais pour le moment, on va dire qu'il y a des regards sur des joueurs qui ont disputé notre tournoi. Et puis, là, ça pourrait être une espèce de confirmation pour la 3e édition en avril quand on fera le tournoi. Donc s'il continue dans ce que les clubs sont en train de voir, ça pourrait déboucher sur des contrats. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien, pardon, cette fois des Lions Indomptables qui dans quelques jours vont jouer le premier match pour la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire. Quel serait pour vous, alors comment voyez-vous cette équipe-là dans cette compétition qui arrive? Ce que je sais, c'est que le Cameroun est toujours fort quand il est le moins attendu. Je me rappelle de 2017. Je regardais les réseaux sociaux, c'était des railleries à gauche à droite, mais au final, les mecs, ils sont rentrés avec le trophée. J'espère en tout cas que ça sera le cas. Nous tous, on est supportés aujourd'hui, même s'il y a des choix que... On va en parler tout à l'heure, comme vous le disiez. Mais au fond de nous tous ici, on est patriotes, on aimerait qu'ils arrivent le plus loin possible. Déjà pour les Ivoiriens, ce serait bien pour nous qu'on gagne là-bas. Ce serait une très bonne chose. Et je pense que le groupe aujourd'hui, voilà, il a fait une liste, le coach Rigobert. Attendons, on verra bien. J'espère qu'ils vont bien se préparer et qu'ils nous montreront ce qu'on espère en tout cas en Côte d'Ivoire. Il y a une question dont je m'en voudrais si je ne vous la posais pas parce que elle me tient vraiment à cœur. Dans une interview accordée dans une radio de la place, alors, tu disais, le maillot du Cameroun est plus difficile à assumer que le maillot du Brésil. Je le dis encore. Explique-nous. Au Cameroun, c'est tout le monde qui veut voir gagner le Cameroun. Pas qu'au Brésil, ce ne soit pas le cas. Mais au Brésil, ça sort beaucoup plus. Ici, un peu moins. Mais quand vous réussissez avec le Cameroun, avec le public que je connais, parce que le samedi 10, vous jouez un bon match. Le samedi 17, vous jouez un mauvais match. On oublie que vous avez joué. On commence à vous insulter de tous les noms d'oiseaux. Je peux vous dire que sortie de Yaoundé, parce qu'en plus vous voyez la configuration du stade, vous êtes obligé de sortir devant les supporters. Je me souviens une fois on a cassé le bus et puis nous tous on était, bon moi j'étais pas choqué parce que même quand on venait d'arriver c'était des anecdotes où les grands frères nous parlaient, mais il y avait des mecs qui étaient choqués. Donc ça pèse beaucoup plus parce que tout le monde attend de toi quelque chose, même quand tu fais un bon match.
On va te dire que non, tu n'as pas bien joué parce qu'il fallait qu'on appelle. Ça, c'est l'autre fan club qui va te dire non, il fallait qu'on appelle un autre. Tu peux pas satisfaire tout le monde, quoi que tu fasses. En fait. Pour revenir à ça, regardez l'exemple du célèbre footballeur qu'on a au Cameroun qui a fait des beaux jours du Cameroun. Même lui, il est critiqué en tant que footballeur. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que vous n'allez pas satisfaire tout le monde. Ok. Dernière question pour Yvan avant de sortir. Alors Aurélien, je voulais qu'on revienne un peu sur les activités du... Vous avez dit quoi? C'est le notable. Oui, Sa Majesté. Sa Majesté. J'avais raté celle-là. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le fonctionnement du SINAFOC. C'est un syndicat qui est dédié exclusivement aux joueurs et on a pu constater qu'il y a un certain nombre d'anciennes gloires de notre football qui sont aux commandes de cette organisation-là. Mais il y a peu de temps, il y a une d'elles qui a quitté l'organisation. Je veux parler de Lucien Métomo pour aller créer une autre association qui se positionne aujourd'hui comme étant quasiment un syndicat concurrent au SINAFOC. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en interne? Parce que passer de vice-président du SINAFOC à aller créer la boutique en face, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui qui a créé? C'est lui qu'on voit. C'est lui. Toi et moi, on sait qui a créé. Si ce n'est pas lui qui a créé, Non, toi et moi, on sait qui a créé. Allez-y, dites-moi. Non, mais non, on peut dire dites-nous qui a créé. En fait, comment est-ce que Lucien fait pour passer de premier vice-président du SINAFOC à être la tête de gondole du projet d'en face? Comme je disais, il y a des combats qui sont menés, qui ne devraient pas être menés. Aujourd'hui, le syndicat, le SINAFOC, je vais un peu cirer les bottes à mon syndicat. On est le seul syndicat qui est reconnu par la Fédé, qui est reconnu par la CAF, par la FIFA et par la FIFPro. Donc, je pense que c'est l'AFC, c'est ça? L'ANFC, je ne sais pas trop, je ne regarde même pas. Pour moi, en gros, ils sont un peu en train de courir dans le sac. Je vais m'expliquer parce qu'il n'y a personne qui les connaît. Lui et Lucien, on a fait une réunion où parler, ça le dépassait. C'est quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect. Mais aujourd'hui, franchement, avec toute la confiance que tout le board lui donnait qu'il fasse ça aujourd'hui, il suffisait de dire ce qui le dérangeait. Et puis, dans quelle maison il n'y a pas de problème? Donc je ne comprends pas trop pourquoi il est allé faire ça. Est-ce qu'il est dirigé par quelqu'un d'autre? Je continue de le penser. Je ne vais pas donner le nom, nous tous ici on sait qui c'est. Mais voilà, pourquoi il a fait ça, c'est peut-être à lui qu'il faut poser la question. Est-ce qu'au sein du SINAFOC aujourd'hui, vous avez l'impression que Lucien était beaucoup plus une taupe au sein de votre organisation? Non, on n'en parle pas, Nous, on fait notre truc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est là pour les joueurs. On n'a pas d'énergie à perdre sur ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il a dit, machin truc. Non. Nous, on ne regarde pas ça. Aujourd'hui, on a notre ligne de conduite. On n'attaque personne. On va gérer les joueurs. On va parler avec les joueurs, comme je disais tout à l'heure. On leur parle comme au quartier. On échange avec eux. On touche les problèmes vraiment les problèmes qu'ils ont. Et le reste, non, on ne regarde pas trop. On regarde pas trop ça. C'est peut-être au président qu'il faut poser la question. Mais ce que je sais, c'est que notre ligne de conduite, c'est les échanges avec les joueurs. On fait notre taf et basta. Toi aussi, Yvan. C'est comme si tu vas dire qu'aujourd'hui, côté on va craindre au popo. Sois sérieux un peu. C'est mon gars, lui-même me fait parler. Lui. Allez, messieurs, c'est terminé pour cet entretien. Merci, Lucien. Merci. Lucien. Faudra l'inviter, tiens. Faudra l'inviter. On va essayer de toutes les façons. Allez, merci Aurélien. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire et que tu n'as pas dit ici ce soir? Oh non, c'est ouvert, donc je me par sens à l'aise. Par rapport à ton tournoi, comment est-ce que ça te passe la préparation et tout? Allô, service commercial? La prochaine, ça va commencer là, en janvier, on va commencer dessus, ce sera en avril. Vous aurez, j'espère que j'aurai quand même l'occasion de venir en parler ici. Mais, ce sera quand tu veux. Bienvenue. Allô, service commercial? Allez, on lève le générique et on revient pour l'espace consacré au débat. Événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission